Le Portugal de Ronaldo a perdu 2-0 face à la Géorgie grâce à des décisions arbitrales scandaleuses et un Antonio Silva bien dégueulasse. Le Portugal reste quand même premier de son groupe puisque c'était déjà garanti dès le deuxième match gagné contre la Turquie. Donc c'est une défaite qui ne peut que servir d'avertissement pour le prochain tour de l'Euro où plus aucune défaite ne sera pardonnée. Même si l'arbitre a enfoncé le Portugal, les joueurs ont montré certaines limites qui vont être très intéressantes à analyser pour la suite. Pour information, ce sera la Slovénie en huitième de finale contre le Portugal, équipe contre laquelle le Portugal a déjà perdu, et en cas de qualification en quart, ce sera la France ou la Belgique. Le parcours du combattant devrait débuter à ce moment-là. Avant de commencer à parler des détails, il faut tout simplement relativiser l'importance de ce match et de ce résultat parce que c'était quand même prévisible, le Portugal n'avait rien à gagner si ce n'est de voir ce que vaut l'équipe B. Et je pense que Roberto Martinez a confirmé que son 11 titulaire est le bon. Les optimistes des jeunes pépites portugaises vont devoir se calmer et arrêter de s'imaginer que deux jeunes joueurs qui ne sont pas si talentueux vont être meilleurs que les titulaires. Même quand ils sont décevants, Martinez n'est pas fou et il ne fait pas confiance au statut seulement. On a vu que les joueurs de ce match ne méritent pas leur place comme titulaire tout simplement. Ceci étant dit, entrons dans les détails. D'abord on commence par le scandale d'arbitrage pour le mettre de côté et se concentrer sur les leçons à retenir avant le prochain tour de l'Euro. C'est très simple, refuser le penalty à Ronaldo alors qu'il se fait quasiment déchirer le maillot. On va dire que ça peut se comprendre, mais lui donner un carton jaune sans comprendre sa frustration et en plus donner ce penalty en deuxième mi-temps à la Géorgie, c'est tout simplement incohérent. Ensuite, les cartons jaunes pour simulation, j'ai l'impression d'avoir perdu la définition du mot simulation. Ça fait deux cartons jaunes reçus pour cette raison, dont l'un qui a provoqué l'indisponibilité de Leao sur ce match même s'il n'aurait pas joué. Mais dans les deux cas, les deux joueurs n'ont absolument rien demandé. Certes, ça peut tromper l'arbitre et c'est pas top, mais tant qu'il ne demande rien, je ne comprends pas du tout en quoi il mérite un carton jaune. D'autant plus que ça semble s'appliquer au Portugal seulement et ça c'est complètement incompréhensible. Désormais, au-delà de l'arbitrage, on va revenir au match. Kvara marque un but très rapidement, il est d'ailleurs l'auteur d'une très grande prestation et malgré l'erreur de Silva sur le coup, je préfère mettre l'accent sur l'attitude défensive ignoble de Danilo. Tous les jours, il doit fermer l'espace de la passe vers Kvara au lieu de venir s'ajouter dans l'axe. Ce qu'il a fait n'a absolument aucun sens et évidemment que ça conditionne le reste du match puisque ça donne l'impression à la Géorgie que l'exploit est possible. La force que ça leur donne est immense et on l'a vu jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Avec l'aide de l'arbitre et la faible proposition offensive portugaise, ça devait finir sur un 2-0 tranquille comme ce fut le cas. Malgré toutes les circonstances que j'évoque et qu'ils ont eu la chance d'affronter l'équipe B du plus fort de leur groupe, il faut quand même féliciter cette nation pour l'exploit réalisé. C'est historique ce qu'ils ont réussi, donc un très grand bravo. Après, concernant le deuxième but sur penalty, comme dit précédemment, le penalty n'a absolument pas lieu d'être, l'attaquant se fait à peine caresser la cheville. En tout cas, si Ronaldo n'a pas droit à un penalty sur le tirage de maillot, ce penalty devient tout simplement injustifiable. Maintenant qu'on a parlé des buts et de l'arbitrage dans sa globalité, revenons à la prestation portugaise très pauvre. Comme d'habitude, on identifie facilement deux faiblesses, voire trois, le manque d'inventivité pour percer un bloc bas qui défend à 11, et donc on assiste souvent à des phases de conservation et de possession bien ennuyeuses. Je ne comprends pas pourquoi les centres se font si rares alors que c'est là où Ronaldo peut être le mieux exploité. Rappelons quand même que c'est l'un de ses points les plus forts, et deuxièmement le jeu de transition et les contre-attaques, c'est la faiblesse de ce style de jeu et souvent je vois les Portugais se faire prendre à ce jeu là. Au vu du tableau qu'ils ont, je leur conseille d'être très vigilants là-dessus. À force de conserver le ballon et d'être frustrés de ne pas être dangereux, ils en oublient que le plus important c'est d'être réactif à la perte de balle. Par exemple, c'est une faiblesse qu'on a vue contre la Tchéquie et donc souvent chez le 11 titulaire. J'ajouterai une autre faiblesse personnellement, le manque de jeu vers l'avant et surtout quand l'adversaire attaque en nombre. Quand il y a moyen de les prendre en contre, ça joue pas assez vite vers l'avant et ça part du gardien. Dans le football d'aujourd'hui, c'est un aspect à maîtriser absolument et c'est aussi une des qualités de CR7. Il faut absolument se reposer sur sa vitesse en profondeur, mais là encore c'est totalement inexploité. On ne se sert quasiment pas de Ronaldo et c'est terrible à voir, mais c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi l'incapacité des ailiers à faire des différences en 1 contre 1 ou le manque d'aide de la part des latéraux pour trouver des ouvertures. Personnellement, j'ai fait des reproches à Leao, mais sincèrement et malheureusement, les jeunes c'est encore pire, ils font encore moins de différence et quand ils réussissent, c'est des centres dignes d'amateurs. C'est vraiment décevant, tous ceux qui surcotent cet effectif en tort, forcé de constater que c'est assez moyen et que les titulaires vont devoir se montrer sous leur grand jour pour porter ce Portugal. Pour résumer, tout ça provoque un jeu lisible contre lequel il suffit d'être organisé en bloc défensif et de tout donner en contre. Résultat, c'est très simple de jouer contre le Portugal, d'autant plus si on réussit à marquer très rapidement. Avec du recul, j'ai quand même la sensation que le 11 titulaire est plus mature par rapport à toutes ses faiblesses et propose plus de qualité individuelle. Donc ça peut quand même marcher même face aux plus forts, mais je préconise sérieusement d'envisager, comme contre la Turquie, un jeu rapide et moins de possession stérile. Et pour conclure avec le cas CR7, ça me refait penser à la Coupe du Monde
2022, après 2 premiers matchs suffisants pour la qualification comme premier de groupe, le troisième se passe plutôt mal et Ronaldo en ressort frustré. Les médias avaient tellement insisté là-dessus jusqu'à faire craquer Santos qui a fini par le mettre sur le banc. Heureusement qu'il y a quelques différences majeures entre les deux situations, notamment que Martinez est clair dans ce qu'il veut faire. Il a fait sortir Ronaldo parce que, comme prévu, il voulait juste lui donner du rythme, donc il compte sur lui pour la suite. Donc a priori, c'est pas ce match qui va le faire changer d'avis, c'est l'équipe B qui va être pointée du doigt, tous ceux qui pensent que l'effectif du Portugal est si fort, la preuve que non. Et l'autre différence majeure, c'est que Jota et Ramos n'ont pas gagné des points à ses yeux non plus, donc en ce qui concerne les futures titularisations de Ronaldo, on ne devrait pas avoir de surprise, heureusement. Mais on doit quand même souligner que c'est la première fois qu'il ne marque aucun but en phase de groupe dans un tournoi international majeur avec le Portugal, même si l'équipe ne l'a vraiment pas aidé pour ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.